Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde et bienvenue à Maître à bord. Cette semaine, vous voyez, j'ai changé de décor parce que j'ai une activité ce soir dans le Nord. Et c'est poétique en plus que ce que je vous raconte. Aujourd'hui, on parle de science et de conscience. Et c'est vraiment un de mes sujets de prédilection dans le sens où est-ce que je m'intéresse beaucoup au rapprochement de la science et de la conscience. J'ai d'ailleurs co-animé une émission sur le web qui s'appelle Quand la physique rencontre la métaphysique avec la professeure de chimie Nancy Moreau qui est aussi auteure. Et c'est un titre que j'avais dans la tête depuis très longtemps quand la physique rencontre la métaphysique parce que pour moi, on est dans une ère formidable où justement la physique pure, c'est-à-dire la science, est en train de rencontrer des aspects de la métaphysique, ce qu'on appelle finalement ce qui serait le plus spirituel, pour essayer d'expliquer la conscience. Et il y a un groupe de scientifiques un peu rebelles à travers la planète qui, depuis des années, essaient d'arriver avec un nouveau paradigme, parlent d'un nouveau paradigme pour remplacer l'ancien. Et parmi eux, il y a un Québécois qui est assez célèbre maintenant, qui est un de mes amis, que vous connaissez de nom. Il a participé à la masterclass, je l'amène tout de suite à l'écran, et les gens de la masterclass ont entendu son histoire. On va la répéter aujourd'hui. Docteur Mario Beauregard, neuroscientifique, bienvenue à Maître à bord. Comment vas-tu? Très bien. Merci de m'avoir invité. Merci d'être là, Mario. Écoute, d'abord, je vais tout de suite dire pourquoi je t'invite aujourd'hui. Un, parce que tu es très intéressant, mais aussi parce que tu as participé à l'écriture d'un livre qui est un ouvrage de référence percutant présentement qui s'appelle La nouvelle science de la conscience avec 18 autres, en tout cas vous êtes 18 en tout, avec 17 autres scientifiques de partout sur la planète pour faire la promotion d'un nouveau paradigme. C'est publié présentement en français chez Très Daniel, mais c'était un livre qui a été d'abord publié en anglais. Oui. Pourquoi avoir voulu faire ce livre-là? On va parler de ton parcours tout de suite après, là. Pourquoi? Parce que c'était... faut mettre ça dans le contexte historique. En 2014, on a organisé... Là, j'étais affilié à ce moment-là avec l'Université d'Arizona. Je n'étais plus à l'Université de Montréal. Puis, un de mes premiers projets, ça a été de participer à l'élaboration d'une réunion de scientifiques de différentes disciplines, physique, chimie, psychologie, médecine, biologie, etc. Même les recherches sur les phénomènes qu'on dit psy, parapsychologie, tout ça. Et puis, ça portait sur c'est quoi les évidences en faveur de le vieux paradigme matérialiste et c'est quoi les évidences qui vont dans le sens opposé. Puis, est-ce qu'on ne devrait pas passer une espèce de nouveau grand paradigme qui guide la recherche sur le cerveau, la conscience, l'esprit. Et là, on va le mettre en contexte pour les gens comprennent. Donc, le paradigme actuel, c'est ce qu'on appelle le paradigme matérialiste. Et ça date de Descartes. Donc, ça a à peu près 400 ans et plus. Oui, oui. Et avec ce paradigme-là, les scientifiques, il faut qu'on puisse le voir là, pour le croire finalement. C'est un peu ça? C'est ça. Mais il est arrivé en physique, par contre, il y a eu déjà une grande révolution il y a à peu près un siècle, quand ils sont passés de la physique ancienne, classique, à la nouvelle physique qu'on a appelée quantique, parce qu'il y avait des phénomènes qui ne pouvaient pas être expliqués avec les équations de l'ancienne physique. Puis pendant une trentaine d'années, il y a eu une période de transition entre les deux grands paradigmes de la physique. Et on a abouti avec une physique quantique qui remet en question la vision matérialiste du monde, de l'univers, mais ça n'a pas été intégré par tous les scientifiques dans tous les domaines de recherche. Il y a très peu de gens, par exemple, en biologie ou en médecine ou en psychologie, qui sont familiers avec, ils ne connaissent pas très bien la physique quantique. Donc ils réalisent plus ou moins qu'ils souscrivent à une vision du monde qui est déjà obsolète depuis très longtemps. Donc, nous, on s'est dit, les chercheurs dans le domaine de la conscience, mais les chercheurs plus ouverts, hérétiques du point de vue des chercheurs plus conservateurs, on s'était réunis. Et quelques mois après, moi, j'ai pris l'initiative de rédiger un manifeste on a appelé ça un manifeste pour une science post-matérialiste,
quand on dit post-matérialiste, ben, c'est juste pour marquer une transition au niveau historique, mais ça ne nous dit pas c'est quoi, qu'est-ce que ça va être au niveau post-matérialiste. Mais on va y revenir à ça parce que justement, la science post-matérialiste, ça va peut-être pouvoir expliquer, entre autres, la conscience, ce sur quoi vous autres, vous avez mis beaucoup de temps et d'énergie. Oui, oui, oui. Mais pour que les gens comprennent pourquoi Mario Beauregard s'intéresse à la conscience, pourquoi tu es devenu PhD, donc docteur en neurosciences, on va revenir au petit Mario qui, quand il était petit, avait des connexions. Et c'est très souvent ça, parce que quand la physique rencontre la métaphysique avec Nancy Moreau, ben son intérêt à elle, c'est parce qu'elle a vécu quelque chose dans sa jeunesse qu'elle ne pouvait pas expliquer, puis elle s'est dit, je vais devenir une scientifique pour pouvoir l'expliquer. C'est ce qui t'est arrivé aussi. Raconte-nous comment ça s'est passé. Oui, ben, très, très jeune, là, j'étais, on peut dire, différent. Très, très dans ma tête, là, puis tout ça. Puis mes parents, c'était des fermiers dans l'Estrie, et pas très loin de Bromont. Là. Puis il y avait une terre, et sur la terre, ben, il y avait un champ, il y avait des vaches, il y avait un bois, aussi un petit bois qui connectait avec le champ. Puis l'été, moi, j'allais, pendant les vacances d'été, j'allais marcher souvent dans le champ, mais aussi dans les bois, aller me promener, j'aimais ça. Puis une belle journée d'été en juillet 1970. Là, j'avais 8 ans. Je suis allé me promener et puis il faisait un temps magnifique, là, un beau ciel bleu, beau soleil. Mais au bout d'une heure, quelques heures de marche, là, j'étais fatigué un peu. Et puis j'ai décidé de faire une pause à l'intérieur du bois. Là, j'étais rendu dans le bois. Puis je me suis assis sur une grosse... une espèce de menhir, une grosse roche grise pour me reposer. Puis, et là, j'étais entouré de bois, mais je pouvais voir au loin le champ, les vaches, la verdure, de l'herbe et tout ça. Puis, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Au bout de quelques minutes, c'est comme si tout s'était mis à vibrer autour de moi. Donc, je voyais les arbres, mais c'est comme si les arbres devenaient plus vivants. Et tout, même la verdure, les vaches, puis même à englober la roche elle-même et moi. Puis là, j'ai compris intuitivement, que finalement, on était tous unis à l'intérieur on faisait partie d'un seul être, d'un tout. Donc ça, c'est la première partie. C'est jeune pour être capable de mettre des mots là-dessus. J'imagine que tu ne le mettais pas dans ces mots-là, mais tu as une compréhension intuitive de « tu fais partie de quelque chose de plus grand ». Puis, dans la deuxième moitié de l'expérience, j'ai eu... je suis reparti après m'être reposé et en chemin, en retournant vers la maison, là, j'ai eu une vision où je voyais qu'il y avait un cerveau d'un côté, puis il y avait comme quelque chose d'invisible, et moi, ça, c'était un langage métaphorique, c'était un symbole pour que je comprenne. Je mettais sous une cage de verre le principe immatériel qui nous constitue, qui nous anime. Donc, j'ai compris qu'à ce moment-là, que le cerveau, c'était pas notre essence, et que mon rôle, c'était d'étudier ça, puis d'essayer de démontrer ça avec d'autres. Puis ça, je l'ai compris rapidement, puis que ma petite voix intérieure me disait, je vais devenir un savant. C'est ça. À 8 ans, le petit gars voulait être un savant pour expliquer le cerveau, puis dire « Hey, ça marche pas comme on pense ». Et finalement, tu l'es devenu, mais il y a eu quelques embûches sur le chemin. Et c'est tellement, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. Ouais. Il a fallu que tu ailles tu sois très malade dans la vingtaine, que tu fasses une expérience de mort imminente pour en arriver à vouloir expliquer les expériences de mort imminente par la neuroscience. C'est ça, parce que là, OK, je savais que je deviendrais un savant, mais j'avais pas moi, je veux dire, je connaissais pas le programme de recherche. Ça serait quoi les études et tout ça. Ben oui. Mais donc, 11 ans plus tard, j'étais allé faire un stage quand j'avais 17 ans, parce que j'avais sauté quelques années à l'école primaire. Puis je voulais pas arriver trop jeune à l'université. Donc, j'ai reçu une offre de faire comme un stage, puis d'aller s'occuper d'enfants handicapés dans un hospice en Israël, près de Jérusalem. Comme bénévole, mais ils nous donnaient 30 $ par semaine. Là. On avait une journée de congé où on pouvait se promener, visiter le pays. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai fait ça. Mais je suis tombé malade au début en buvant de l'eau. Et puis, bon, il y a une infirmière qui me soignait avec du charbon végétal activé. Sauf que
ça, je ne le savais pas, mais quand je suis revenu au Canada, puis que j'ai commencé l'université vers la fin de l'année suivante, dès le début de la deuxième session, je suis tombé gravement malade. Puis, ce qui était arrivé, en fait, c'est que j'avais contracté des virus, une infection virale, mais il y avait plusieurs sous-types de virus impliqués. Mais ça a pris plusieurs années avant qu'un spécialiste, un virologiste connu à l'Hôtel-Dieu de Montréal puisse arriver à identifier ça. Ça a pris 7 ans. Mais pendant cette période-là, tu n'as pas été malade alité pendant 7 ans, mais il y a une partie où tu as été très malade. Puis le début, la première année. ton expérience de mort imminente? Oui, c'est ça. Donc, au début, je pouvais même plus. J'ai été obligé d'abandonner tout de suite, dès la deuxième session d'université, j'ai été obligé d'abandonner mes études. Je suis retourné de peine et de misère en campagne chez mes parents. Puis là, ils m'ont hébergé. Et là, je ne pouvais plus manger, j'avais de la misère à respirer, j'avais toutes sortes de symptômes. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait dans le corps, mais mon cerveau ne fonctionnait pas bien non plus. Je voyais qu'il y avait comme d'inflammation, tout ça. Et c'est là qu'au bout d'un certain nombre de mois, je me sentais un peu comme mourir finalement à moi-même. Puis là, je ne comprenais pas comment ça pouvait aller avec la vision d'enfant que j'avais eue sur ce que je devais faire. Puis c'était comme contradictoire. Puis là, je commençais à être déprimé. À être déprimé au point où j'ai eu des pensées suicidaires, j'avoue. Puis là, je me sentais mal, puis je demandais de l'aide. Mais moi, j'étais ouvert à... Je savais qu'il y avait autre chose depuis toujours. Ça, j'étais très intuitif. Mes parents étaient des gens religieux, comme à peu près tout le monde à cette époque-là. Mais à un moment donné, lors de cette année-là, pendant que j'étais dans mon lit et que je ne pouvais plus rien faire, j'avais l'air de quelqu'un qui a un cancer en phase terminale ou du sida, là, dans le dernier stade. J'étais très maigre et tout ça. Là, j'ai demandé, je me sentais pris, puis j'ai demandé de l'aide en haut lieu. Ça n'a pas pris de temps. Le lendemain, dans la nuit, j'ai senti à un moment donné que ça m'a comme réveillé d'une certaine façon, qu'on me sortait de force mon essence à travers le centre du cœur. C'est comme ça que je l'ai perçu. Puis là, je me suis retrouvé à l'extérieur du corps physique et il y avait un être de lumière très beau qui semblait agir comme un guide pour moi. Puis, il m'a montré, on a visité plein de plans pendant cette expérience-là, que c'est comme si ça a duré une éternité. Il m'a montré dans quel état je me retrouverais, puis dans quel type de plan d'existence je me retrouverais si je mettais à exécution mon projet de suicide. Ça a commencé comme ça. Pas pour culpabiliser. C'était pas fait de façon culpabilisante, tout ça. C'était juste pour montrer que chaque chose qu'on fait a une conséquence. A une conséquence qui peut être très différente. Est-ce que tu te souviens, ça avait l'air de quoi, les plans de conscience quand on se suicide? J'ai vu des gens qui se retrouvaient finalement dans c'est des plans qui sont créés par la conscience des gens qui y habitent, mais c'est plus sombre, c'est plus gris, c'est de la grisaille, puis ces gens-là étaient comme un peu perdus, souvent. Ils ont besoin d'aide. Ils cherchent de l'aide. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Puis là, il me fait comprendre que j'avais signé pour entre guillemets, pour un contrat d'âme, un plan de vie que j'avais accepté, mais je ne m'en rappelais pas. Puis ça touchait justement au niveau professionnel le futur de la science, les rapports entre le cerveau, la conscience, tout ça, que j'avais un rôle assez important à jouer par rapport à tout ça. C'est fascinant, Mario. Il faut faire un film sur toi. Je m'en occupe, mais continue. Et là, il m'a dit, il était plus masculin que féminin, ce guide-là. Il m'a fait comprendre que c'était pas oui, il y avait des symptômes physiques et tout ça, mais c'était pas une maladie. C'était un paquet de symptômes, mais c'est une expérience de mutation, dans le fond, au niveau de ma propre conscience. C'est une expérience que je faisais pour arriver à comprendre, avoir une vision plus large, puis à ce que mon plan de recherche future soit créé comme ça. Et que ça augmenterait mes capacités, ma sensibilité au niveau psychique de beaucoup. Et là, j'étais un peu sceptique parce que mon cerveau ne fonctionnait pas bien. Là. Fait que là, je me rappelle avoir pensé, je me demande dans quelle mesure
c'est une hallucination à cause de mon Ouais. domaine d'études. Mais Et aussi parce que tu filais pas, là. Fait que, aussi, mais là, l'entité me donnait un certain nombre d'informations des prédictions, des choses à vérifier dans les jours, les semaines qui viendraient. Ça s'est tout confirmé. Il me dit, rappelle-toi de ça pour que, puis tu vas savoir que tout ça, c'est bien réel. Toutes les choses se sont produites. Et là, il me dit, on t'aide aussi au niveau physique pour que tu récupères. Ça va être, lâche pas, tu vas te sentir de mieux en mieux, mais ça va être un long processus. Mais tu vas y arriver. Et ton programme de recherche, tu vas comme le télécharger, ça va devenir tout à fait clair. c'est important ce que tu viens de dire là parce que moi, je parle tout le temps de mes downloads. Alors, effectivement, les scientifiques les plus inspirés, là, c'est comme un téléchargement. On va être inspiré de quelque chose, autant que ce soit un créateur ou un scientifique ou un inventeur. Fait que merci de l'avoir nommé comme ça. Tu as reçu les downloads de ce que tu avais à faire. Oui, j'en ai reçu un peu à ce moment-là, mais j'en ai reçu dans les semaines, les mois et même les quelques années qui ont suivi. Et c'est là que tout mon programme de recherche est devenu très clair. Puis ça explique pourquoi j'ai fait les travaux que j'ai faits par la suite, au fond. Et les travaux que tu as faits, en fait, tu as écrit le livre, entre autres, Du cerveau à Dieu. Tu as fait le livre avec le film avec les Carmélites pour comprendre justement qu'est-ce qui se passait en état de prière. Tu as fait beaucoup avancer à travers tes recherches, la compréhension de la conscience, puis des états modifiés de conscience, puis des états finalement élargis de conscience. Oui. Alors, merci pour ces travaux-là. Donc, la fameuse pensée matérialiste versus le nouveau paradigme que vous autres, vous essayez de promouvoir, ce serait d'amener, dans le fond, une révolution à dire la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau comme le foie sécrète la bile. La conscience, elle est non localisée et elle a une influence sur la biologie, la biochimie et toute la mécanique du corps, finalement. Oui, très importante. Ça, j'ai fait plusieurs études pour montrer qu'on pouvait complètement changer Avant, je me rappelle, quand je suis arrivé comme étudiant, ce qu'on nous enseignait, c'est que les structures cérébrales du cerveau chez l'être humain, comme chez les autres espèces animales, les mammifères, nous dominaient. Donc, on était comme emprisonnés par les émotions. On ne pouvait pas guider nos propres émotions, tout ça. C'est ce qu'on nous disait. On n'est pas équipé pour ça. Puis moi, je croyais que ça n'allait pas du tout dans le sens de... Moi, je voyais qu'on avait beaucoup de force au niveau de la conscience, nos intentions, tout ça. Puis ça, je l'ai démontré. Ça a été le début des études, grâce à l'imagerie cérébrale qui se développait. Là. Ouais. Puis ça a créé tout un champ de recherche sur ce qu'on appelle la régulation des émotions, la gestion des émotions. Et ça a créé un nouveau domaine. Et depuis, mes premières études ont été citées des milliers de fois. Au niveau scientifique, ça, c'est important, c'est remarquable. Mais ce que ça a montré, pourquoi ça a eu l'impact? C'est venu montrer l'inverse de ce qu'on pensait pendant très longtemps, qu'on n'était pas un animal déterminé complètement par nos impulsions émotionnelles et tout ça, qu'au contraire, on pouvait avoir une influence énorme. Puis comment on pouvait avoir une influence? En faisant, moi, les premières études, c'était tout simplement de la pleine conscience. On l'a appelé, on ne pouvait pas parler de ça, c'était encore un peu tabou. Fait on a appelé ça de la distanciation cognitive, c'est-à-dire on regarde ce qui se passe au niveau à l'intérieur de nous. Et c'est un peu comme regarder des beaux nuages qui traversent un beau ciel d'été. La distanciation cognitive, on pourrait l'appeler comme la position de l'observateur. Hein. Pour tous les gens qui ont lu Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, c'est la position de l'observateur, c'est-à-dire de se détacher de notre psyché et de notre mental hyperactif, puis d'observer la pensée. Ce qu'on a découvert à ce moment-là, c'est que quand on faisait ça, on pouvait comme neutraliser les dérives du cerveau primitif, là, du système limbique, le cerveau émotionnel. Wow. Ça, c'était une découverte importante. Et ça a montré qu'on avait un impact énorme parce que notre système nerveux, il est connecté avec tous les grands systèmes physiologiques dans l'organisme. Donc, tout ce qui se passe dans notre tête, ça a un impact automatiquement au niveau du système nerveux, mais aussi du système immunitaire, du système endocrinien, même au niveau des gènes, l'expression des gènes qui est modulée. Maintenant, on le sait avec les découvertes. Avec l'épigénétique, entre autres. Là. Donc,
la phrase « la pensée crée », Ah, ça a souvent été une espèce de phrase de motivateur, là, mais aujourd'hui, on est oui, capable de le prouver que la pensée crée. c'est ça, exactement. Toute notre activité mentale, nos intentions, nos pensées, nos croyances, évidemment, on le voit comment c'est important au niveau des effets placebo, par exemple, ou le nocebo, quand on a peur, ça influence tout ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme. Hey, je veux Mais te faire entendre là-dessus, Mario. On fait une pause là, parce que moi, je suis fascinée par l'effet oui, placebo. J'ai oui, j'ai étudié ça pour le comprendre. J'ai étudié, moi mhm, aussi, j'ai voulu être médecin, j'ai changé d'idée, là, mais j'ai voulu le comprendre et en me disant, si là, avec une pilule de sucre, quelqu'un qui croit qu'il prend le bon médicament peut se guérir, donc c'est juste son esprit qui a guéri le corps. Si on oui, amène ça dans la conscience, on a juste enlevé la pilule de sucre puis on amène ça dans la conscience, on peut changer complètement notre rapport à la médecine et à tous ces champs de recherche-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est oui, fascinant, oui, l'effet placebo, là. exactement. Puis il y a le jumeau maléfique du placebo, qui est le nocebo, ce qui est Donc, exactement ça, le c'est même la phénomène, peur qu'on va. l'opposé. Exactement. Alors, Puis prendre un il y a médicament, ce médicament-là va te rendre malade. Si tu crois ça, tu vas te rendre ouais. malade. Puis il y a des cas anecdotiques, mais super intéressants, de gens qui ont eu des faux diagnostics. Par exemple, un faux diagnostic de cancer du pancréas. Puis le bonhomme, il y a eu un cas en 73 dans un hôpital à New York. Puis le pauvre homme qui ne souffrait pas vraiment de cancer du pancréas est décédé 3 mois plus tard, tel que ce qu'on attendait de lui, finalement, avec le tableau des statistiques pour un cancer virulent comme ça. Et il y a eu une autopsie. La conjointe a demandé une autopsie parce qu'elle avait comme un doute. Et lorsqu'ils ont examiné les organes, là, ils ont découvert que le pauvre homme, c'était un effet nocebo. Là, Il c'est n'y beau. avait pas de Incroyable. cellules cancéreuses. Incroyable. Donc, Et moi, ça je va pourrais te loin. raconter l'histoire d'un gars que je connais à qui on a oublié de dire qu'il était mourant d'un cancer. Il est retourné chez lui puis il s'est guéri parce qu'il ne savait pas qu'il était mourant. Exactement. Il y a plein de cas comme ça aussi. Ah oui, exactement. C'est fascinant. Mais la conscience aussi, ou l'esprit, si on veut, donc, une influence super importante au niveau du corps, mais elle a une influence, comme tu disais, non locale à l'extérieur des limites du corps. Et on est en interconnexion finalement avec tout ce qui existe. Ça peut être, tu peux interagir avec tes plantes, tu peux leur envoyer des pensées, de l'amour. Tu vois, il y a plein d'études, des milliers d'études maintenant qui montrent que ça va avoir un impact important. Mais en plus, les Les travaux de animaux, Dr. les, Emoto ont été très, très popularisés. On a oui, oui, vu les cristaux d'eau se oui, cristalliser de différentes façons c'est ça. en fonction des intentions qu'on mettait dans l'eau. Alors, Exact. l'amour, ça s'organise de façon Oui, très, très, très artistique. C'est beau, alors que la oui, haine, c'est chaotique. Ça aussi, ça a été fascinant, ah là. oui, absolument. Puis ça a été répété, parce Mm. que là, on a accusé Emoto de ne pas être un vrai scientifique. Finalement, Dean Radin, à l'Institut des sciences noétiques en Californie, a repris tous les protocoles en collaboration avec le docteur Emoto. Ça a donné exact. Quand ils ont contrôlé tous les facteurs et tout ça, ils ont Ça a obtenu donné la même. exactement les mêmes résultats. Fascinant. Et là, je voyais dans votre livre, on va le remettre à l'écran, là. Alors, le livre avec les scientifiques, qui est vraiment un ouvrage de référence, La nouvelle science de la conscience. Les 18 scientifiques abordent plein de sujets là-dedans, mais vous abordez entre autres la réincarnation, les enfants qui se souviennent de leurs anciennes incarnations. Vous Oui, abordez les expériences de mort imminente, oui. la conscience non locale, donc, qui serait un peu partout et qui influence. Parle-nous un petit peu là, de c'est quoi les points qui sont les plus peut-être sujets à expliquer que la conscience survit au corps physique, puis ça va changer complètement notre rapport à la science? Oui, ben, le premier domaine, historiquement, en tout cas, ça a été ce qu'on a appelé les expériences de mort imminente. Mais dans un cas en particulier, parce que ça a plus d'impact au niveau des neurosciences, c'est dans l'état de mort clinique. Donc, Oui. lorsqu'il n'y a plus de battement cardiaque, il n'y a plus de respiration. Puis, si on mesure l'activité cérébrale, ben, par l'électroencéphalographie, le tracé est plat. Il n'y a plus Donc, rien. Plus de son, plus alors, d'image. ouais, mais là, dans les dernières décennies, 2 dernières décennies, il y a eu plusieurs études qui ont été faites de cas semblables et les gens étaient malgré qu'ils étaient morts cliniquement, avaient des capacités de perception, se trouvaient à l'extérieur du corps physique, pouvaient mémoriser de l'information, percevoir, rapporter des événements ou des informations qu'on appelle véridiques, parce qu'après, ça peut être contre-vérifié.
Par exemple, le médecin a dit telle chose à ses collègues ou au chirurgien, l'infirmière, etc., pendant des manœuvres de réanimation ou pendant une chirurgie. Donc ça, il y en a eu de plus en plus. Et puis ça c'est devenu gênant. Et ça, c'était la première chose. Tout ce qui concerne la mort aussi, maintenant, il y a de plus en plus d'études. Ben, il y a eu des études faites par le docteur Gary Schwartz à l'Université d'Arizona, il y a une vingtaine d'années, avec des médiums de recherche. Et ils ont utilisé des protections, contrôlé toutes les variables. C'était fait pas juste en double aveugle, mais en triple aveugle même. Finalement, tu pouvais donner... puis les médiums scoraient quand même très haut. Ils allaient chercher à peu près pas loin de 90% des informations au sujet de noms qu'on leur donnait, mais ils ne connaissaient absolument pas des personnes, puis c'était des gens qui étaient décédés. C'est ça. Alors, ils étaient précis à peu près pas loin de 90% sur toutes les informations concernant un être décédé qu'ils ne connaissaient pas, puis il n'y avait même pas la personne qu'ils connaissaient en avant d'eux. C'est ça, la double aveugle. C'est ça, oui. Et après ça, ben, il y a eu Dr. Modi qui avait parlé le premier des expériences de mort imminente. Il s'est rendu compte que les gens pouvaient vivre aussi des expériences de mort imminente par procuration, des expériences qu'il a appelées partagées. Et ça maintenant, il y a de la recherche là-dessus. Et ce qui est connexe à ça, c'est les expériences aussi lorsque dans les soins palliatifs, quelques jours ou quelques heures avant que la personne, le mourant, vit son décès, sa transition, rapporte des informations. Très souvent, ils vont voir des choses, on va leur dire des choses, puis des fois, c'est des informations qui concernent des gens qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient décédés. Par exemple, c'était un vieil ami qui avait perdu de vue. Ben, les chercheurs peuvent contre-vérifier les informations. Donc, avant, on pensait que c'était juste des hallucinations qui étaient dues aux médicaments, par exemple, aux dérivés de la morphine. Mais maintenant, on voit plus ça tout à fait la même chose. Mais comme tu disais, il y a les recherches sur la réincarnation avec des enfants aussi, qui se rappellent d'événements de soi-disant vie antérieure. Mais très souvent, les chercheurs vont pouvoir vérifier les cas, vérifier les informations. Quand l'enfant dit « je vivais dans une autre ville, dans un autre pays », mes parents s'appelaient de telle façon, il est arrivé telle chose. On peut vérifier assez souvent. Et ce qui est intéressant de ça aussi, c'est souvent que les enfants vont avoir, par exemple, une marque sur le corps qui représente une blessure, la blessure qui les a fait mourir dans une autre vie, par exemple. Ça peut être une blessure par une épée ou une balle ou peu importe. Là. Oui, très souvent. Puis, il y a maintenant aussi un courant qui se développe avec la communication trans-instrumentale. Donc, c'est souvent des scientifiques, mais pas juste des scientifiques, parfois des médiums qui utilisent aussi ces outils-là. Donc, on utilise tout ce qui est électronique, tout l'audio, la vidéo, même le traitement de texte pour communiquer avec des gens, avec des personnes décédées. Et parfois, les messages sont... C'est pas toujours clair, il y a du bruit, mais quand les signaux sont comme nettoyés, on entend parfois très bien. Ils nous envoient des images aussi. C'est parfois assez saisissant. Et ça, c'est les travaux de Gary Schwartz à l'Université de l'Arizona, entre autres, qui sont en train de prouver ça. Mais les Européens ont commencé ce type d'études-là dans les années... fin des années 50, début des années 60. Il y avait une longueur d'avance. Et il y a différentes techniques pour essayer d'aller chercher les informations, mais même le téléphone est utilisé parfois. Et les premiers chercheurs qui ont créé ce domaine-là, qui étaient décédés, ont communiqué avec la nouvelle génération de chercheurs. Puis parfois, c'est fou. Et parfois même, à travers le téléphone, il y a eu, par exemple, une conversation de plus de 15 minutes entre un de ces pionniers-là puis un chercheur américain. Et ça a été enregistré, puis ça peut être retrouvé sur Internet. Incroyable, c'est incroyable. Alors, c'est vraiment en train d'exploser tout ça, Mario. Je pense que tu es quand même, j'imagine que malgré le fait que vous avez été vus comme des hérétiques pendant un certain temps, vous avez de l'espoir aujourd'hui de voir ce changement-là arriver assez rapidement? Oui, de plus en plus, parce qu'à cause des communications, à cause de l'Internet puis tout ça, les changements vont venir parce que la population devient de plus en plus familière avec tous ces phénomènes-là. Absolument. Et il y a beaucoup de gens qui vivent des expériences, personnellement aussi.
de plus en plus. Avant, c'était plus tabou. Et il y a même des scientifiques qui en vivent. Tu vois, nous... Et Ben Alexander, entre autres, qui a été quand même très bon pour la cause. Oui, mais il y en a plein d'autres. Et là, on a un nouveau livre qui va sortir à l'Académie des sciences pour les sciences postmatérialistes. C'est un livre, une 50aine de recueils d'expériences personnelles de scientifiques. Ah, wow, j'ai hâte de lire. Ils sont identifiés, là, pas anonymes. Ils osent maintenant de plus en plus. Ah, c'est fantastique, Mario. Et toi, tu as développé ça à un autre niveau parce que tu enseignes aussi, tu donnes des formations, tu as développé même des tracts audio avec des ondes pour aider les gens à aller dans des états altérés de conscience. Oui, Alors, oui. et là, tu as un nouvel enseignement qui s'en vient. Parle-moi-en en terminant. Ben, c'est basé finalement sur toutes les recherches que j'ai faites, disons, dans les 30 dernières années. Puis, les sons, ben ça, c'est une approche, ça fait partie de cette nouvelle approche-là, psychospirituelle, que j'ai appelée holosynthèse. Et ce que ça vise finalement, c'est de permettre aux gens de se connecter avec leur propre dimension spirituelle en lien avec tous les aspects de la vie. Les aspects de la vie au niveau physique, la santé, le bien-être, au niveau psychologique, les traumas, etc., les émotions, ce qu'on appelle les vies antérieures, toutes les problématiques. Finalement, ce que j'ai découvert, c'est qu'à travers mes études chez les contemplatifs et tout ça, c'est qu'on peut travailler avec un aspect de soi-même qui a une conscience plus large que le petit moi, l'ego, la personnalité, ou le mental, comme certains l'appellent, et que non seulement on peut aller chercher des informations importantes, mais que ce niveau-là de soi, que moi j'appelle le grand moi, ou moi supérieur, le soi supérieur, oui. On peut travailler avec cette dimension de soi, et j'ai vu des rémissions de maladies soi-disant incurables et tout ça. On peut tout guérir à partir de la conscience. Oui. Puis même quand le corps ne guérit pas nécessairement puis fait sa transition, pour moi, ce n'est pas une défaite, pas du tout. Au contraire, on peut décider mourir guéri. Comme tu dis, exactement. Mourir guéri, je suis tellement d'accord. C'est le titre d'un de mes livres, d'ailleurs. Mourir guéri, c'est mourir en paix, dans la sérénité, avoir guéri les aspects psychologiques, psychiques, émotionnels de notre vie et faire une transition dans la paix. C'est très appréciable. Oui, mais là, cette année, il y a une nouveauté pour moi, dans le sens qu'il y a un institut qui va être créé, qui va porter mon nom. Au début, je n'étais pas très chaud à cette idée-là, mais il y a des gens qui m'ont proposé de m'aider pour faire ça, qui pensaient que c'était quelque chose de bien de le faire. Et l'approche psychospirituelle, finalement, on va former des gens qui vont pouvoir utiliser cette approche-là. Puis ça va être reconnu, là, ça va être quelque chose de sérieux, il va y avoir une certification avec examen, tout ça. C'est fantastique. Ouais, fait que ça, finalement, c'est comme une application de toutes les recherches que j'ai faites sur plusieurs décennies. Bravo. Tu vas venir m'en reparler quand ça va se faire. Oui. On va reparler aussi de ton programme en temps et lieu. Mario Beauregard, on va juste terminer en rappelant le titre du livre, La nouvelle science de la conscience, qui est disponible partout maintenant en français, publié chez Tré Daniel, et qui est, si vous avez envie d'avoir une discussion avec votre beau-frère pour lui dire, écoute, j'ai des preuves, allez vous chercher ce livre-là. Pour avoir les preuves à l'appui puis dire, regarde, c'est écrit là-dedans. Merci, Mario, de l'avoir initié avec toute ta gang. Puis longue vie à vos travaux et à vos recherches. Puis je vais te ramener bientôt. On va pouvoir continuer à parler de tout ça parce que les gens sont fascinés. Là. Je vais juste te lire quelques petits commentaires. Lynn qui dit « Je suis toute oreille, yeux et cœur grand ouverts. » Oui, merci. La belle Lynn, c'est fascinant, dit-elle. Attends, je vais être obligée de redescendre. Et là, ça rentre. Je trouve ça fantastique de Diane. Après ça, c'est continu. Merci, très intéressant. Micheline qui dit wow, quelle belle coïncidence midi. La première fois que j'entends le docteur Mario Beauregard, merci d'avoir syntonisé Facebook ce midi. Alors, même chose pour le reste de la gang. Tout le monde écrit fascinant. Merci Mario, c'est si important ce que vous faites et on vous supporte là-dedans, puis à très bientôt. Merci beaucoup.
À bientôt. Et vous pouvez aller voir sur le lien que j'ai mis en haut, à la fois pour les versions audio que vous pouvez acheter sur le site de Mario pour vous accompagner dans vos méditations, pour aller dans des états altérés de conscience. Il y a les livres et il y a toutes ces activités. Alors, on s'en reparle bientôt. Et la semaine prochaine, Maître à bord fait relâche parce que j'enseigne, je fais une retraite au Spa Eastman qui s'appelle Éveil au Maître en soi. Vous m'avez entendu en parler. Je ferai d'autres choses, mais Maître à bord revient dans 2 semaines. À très bientôt, tout le monde. Merci.